Je m'appelle Paul Leroy, 67 ans. Pendant 40 ans, j'ai été notaire à Lyon. J'ai rédigé plus d'actes de vente que beaucoup de juges n'ont lu de dossiers. J'ai tout vu. Les familles qui s'aiment, celles qui se déchirent, les héritages qui réveillent la haine. Mais je n'aurais jamais imaginé vivre un jour la même comédie, sous mon propre toit. Ce matin-là, je reviens d'un court séjour à Annecy, 3 jours pour respirer, pour m'éloigner du bruit et du deuil. Le car m'a déposé au rond-point du parc Saint-Clair. L'air sentait la pluie et la pierre humide. Je traînais ma petite valise, celle que Marianne m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. En arrivant devant la maison, j'ai senti quelque chose d'étrange. Le portail avait été repeint, un gris métallique que je n'avais jamais choisi. J'entre le code du digicode. Rien. Je recommence. Toujours rien. Puis j'entends des pas derrière la grille et la voix d'Antoine, mon gendre. « Qu'est-ce que vous faites là, Paul ?» Il tient un trousseau de clés flambant neuf, une chemise blanche trop repassée, et ce sourire condescendant qu'ont les gens persuadés d'avoir raison avant même de parler. « Chez moi, Antoine. J'habite ici, tu te souviens ?» Son rire a claqué, sec, comme un coup de fouet. « Pas vraiment. La maison est à nous maintenant. Lis les papiers, tout est réglé. » Je reste immobile, la main sur la valise. Derrière lui, Claire, ma fille unique, baisse la tête. Ses cheveux cachent la moitié de son visage. Elle ne dit pas un mot. Je la reconnais à peine. Ses doigts tremblent. Peut-être de honte, peut-être de peur. Je regarde autour. Les rideaux des voisins bougent. On devine des silhouettes, des visages collés contre les vitres. Sur la porte, un autocollant flambant neuf. Propriété privée, défense d'entrée. Le genre de pancarte que je voyais sur les terrains en litige. Voir ça sur ma propre façade, c'est une gifle. Antoine, je te conseille de bien relire ton contrat. Il hausse les épaules. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes vieilles paperasses. Tu devrais te reposer. Reposer. Le mot résonne comme une mise à la retraite forcée. Je serre les dents. Je n'ai jamais eu besoin qu'on m'explique les lignes d'un acte notarié. C'est moi qui les ai rédigées. Et si Antoine pense que j'ai signé sans lire, il commet sa première erreur. Je dépose ma valise sur le trottoir. Le vent du matin emporte une feuille froissée, une ancienne facture EDF à mon nom. Je la rattrape, je la plie soigneusement, comme une preuve d'existence. Les volets sont fermés. Le jardin que j'entretenais chaque dimanche paraît étranger. Même le vieux tilleul semble m'observer sans me reconnaître. Antoine me parle encore, sa voix monte. Claire et moi avons pris les choses en main. Tu seras mieux ailleurs, dans un endroit adapté. Je n'entends plus la moitié de sa phrase. Mes oreilles bourdonnent. Je vois seulement ses lèvres bouger et, derrière lui, ma fille qui détourne le regard. Je me souviens du jour où j'ai acheté cette maison. C'était une fin d'après-midi de printemps. Marianne portait un foulard rouge. Nous avions signé devant maître Bertin. Elle avait ri en disant « Tu as enfin ton nid ». Chaque tuile du toit, chaque marche de l'escalier portait notre histoire. Et voilà qu'un homme, marié à ma fille depuis à peine 5 ans, m'ordonne d'en sortir comme un intrus. Je ne réponds pas. Pas encore. Les vieilles guerres se gagnent au silence. Je tourne le dos, lentement, tandis qu'Antoine ferme le portail. Le claquement du verrou résonne longtemps, comme une sentence. Je descends la rue, le pas régulier. Je m'arrête au coin, devant le café du parc. Le serveur, un jeune que je connais à peine, me regarde d'un air gêné. « Tout va bien, monsieur Leroy ?» Je souris. Tout ira bien. Je m'assois à une table, commande un café noir. Je sors mon carnet de cuir, celui où j'ai noté toutes mes affaires depuis 20 ans, et j'écris « Aujourd'hui, Antoine Delmas m'a interdit d'entrer dans ma propre maison. » Une ligne, puis une autre. Vérifier clause numéro 3, acte de donation du 12 mars. Je ferme le carnet. Dans ma tête, tout est déjà clair. Je n'ai pas perdu ma maison. Je viens de gagner du temps. Lui croit m'avoir mis dehors. Il ignore qu'il vient de s'enfermer lui-même, clé en main, dans un piège parfaitement légal. Je n'ai plus qu'à attendre le bon moment pour le refermer. Je quitte le café. Le ciel s'éclaircit au-dessus de la colline. Je sens, malgré la colère, une paix étrange. La guerre ne commence pas avec un cri. Elle commence avec une note dans un carnet, et la mienne vient d'être écrite.
Les jours qui ont suivi ont eu une saveur étrange, un mélange d'humiliation et de silence. Je logeais à l'hôtel du Parc, une chambre minuscule avec une lampe clignotante et une odeur de moquette mouillée. Le matin, je buvais un café brûlant sur le balcon en regardant la maison d'en face, ma maison. De ma fenêtre, je voyais les rideaux bouger, le portail s'ouvrir, la voiture d'Antoine sortir à toute allure. Il vivait là, dans mes murs, comme si je n'avais jamais existé. Le premier soir, j'ai essayé d'appeler ma fille, numéro bloqué. J'ai écrit un message simple, « Je voudrais comprendre ». Pas de réponse. Puis, le lendemain, j'ai reçu un courrier recommandé, « Monsieur le roi, par mesure de sécurité et de santé, nous vous demandons de ne plus pénétrer dans la propriété. » Signé, Claire Delmas, ma propre fille. Je n'ai pas pleuré. Les notaires apprennent tôt à lire le mensonge dans les formules polies. Mesure de santé. Ils préparent un dossier pour me déclarer inapte. Antoine veut me faire passer pour un vieil homme confus, incapable de gérer ses affaires. Une signature de médecin, un rapport, et je perds tout, maison, compte, dignité. C'est un scénario classique, j'en ai vu des dizaines, mais jamais je n'aurais cru en être la victime. Le troisième jour, j'ai reçu un appel du Crédit Mutuel, une voix féminine polie. « Monsieur le roi, vous confirmez le virement de 30 000 € pour travaux ?» Quels travaux? Rénovation toiture, autorisation signée par votre gendre? Je me suis figé. Antoine avait accès à mes comptes. Je lui avais confié une procuration temporaire après l'opération de ma hanche, 3 ans plus tôt. Je ne l'avais jamais révoquée. Une erreur de juriste, mais surtout une erreur de confiance. Je suis allé à la banque l'après-midi même. La conseillère, une jeune femme blonde avec des lunettes rondes, a pâli en me voyant. « Monsieur le roi, on m'avait dit que vous étiez hospitalisé. » « Ah bon? Et qui vous a dit ça? » « Monsieur Delmas, votre gendre. » J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au visage. J'ai sorti mon portefeuille et montré ma carte d'identité. « Regardez bien, madame, je ne suis ni hospitalisé ni mort, et je souhaite une copie de toutes les opérations effectuées ces 6 derniers mois. » Elle m'a imprimé les relevés, hôtel de luxe à Chamonix, restaurant gastronomique, bijouterie, des sommes qui dépassaient mes propres retraits mensuels. Antoine vivait sur mes comptes, à découvert, et préparait sans doute le dernier coup, la vente de la maison. De retour à l'hôtel, j'ai ouvert mon vieux dossier de cuir, j'y ai rangé les copies de banque datées et signées, puis j'ai noté dans mon carnet « Preuve numéro 1, détournement de fonds ». Les jours suivants, le cercle s'est resserré. Les voisins, d'habitude chaleureux, évitaient mon regard. Un matin, j'ai croisé Madame Lambert, celle du pavillon 7. Elle m'a salué du bout des lèvres. « J'espère que ça va mieux. » « Mieux que quoi? »« Oh, Antoine a dit que vous aviez des absences. » Des absences. Le mot sonnait comme un diagnostic. Il parlait de moi au passé. J'ai compris la stratégie. M'isoler. Plus personne ne doit me croire capable, ni lucide. Une rumeur bien placée et le dossier d'inaptitude deviendra une formalité. J'ai acheté un petit enregistreur numérique dans une boutique de téléphonie, rue Tête d'Or. Format clé USB, discret. Désormais, je notais tout, j'enregistrais tout. Voix, son, conversation au téléphone. Chaque mensonge d'Antoine deviendrait une preuve. Un soir, vers la fin de la semaine, Claire a enfin accepté de me voir. Elle m'a donné rendez-vous dans un café près de la mairie. Je suis arrivé en avance, comme toujours. Elle est venue en retard, lunettes noires, manteau beige, l'air pressé. Elle n'a pas pris de café. « Papa, tu dois comprendre. Antoine gère les choses mieux que toi. » « Les choses, tu veux dire ma maison, mes comptes? Tu te fatigues, tu oublies. » « J'oublie? Dis-moi ce que j'ai oublié, Claire. » Elle a détourné le regard. « On veut juste t'aider. » Je l'ai observée longuement. « Non, vous voulez m'effacer. » Elle s'est levée brusquement. Les larmes lui montaient aux yeux. Mais ce n'était pas de la peine. C'était la peur d'avoir été découverte. J'ai glissé la main dans ma poche. L'enregistreur tournait depuis son arrivée. Sa voix tremblante, ses justifications maladroites, tout y était. Preuve numéro 2, pression psychologique. Le lendemain, j'ai appelé un vieil ami, maître Bérard, retraité lui aussi, ancien confrère de l'étude. Je lui ai expliqué brièvement. Il a soupiré. « Ton gendre essaie de t'interdire légalement d'agir. Classique.
Ils vont demander une expertise médicale. Et si je les laisse faire? Tu perds tout et tu finis dans une résidence où on t'appelle le monsieur du 34. Alors non. Tu as encore les actes de donation? Oui. Lis la troisième clause. Je la connais par cœur. Silence. Puis il a dit calmement, alors fais semblant de rien, laisse-les avancer. Plus ils croiront gagner, plus ils signeront leur propre chute. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué à jouer le vieil homme dépassé. Je répondais aux messages d'Antoine avec des phrases vagues. Je faisais semblant de confondre les dates, les chiffres. Je voulais qu'il me sous-estime. Pendant ce temps, je collectais chaque trace, mail, relevé, photos, conversations. Je classais tout dans un dossier bleu marqué D, Maison Sinclair. Dans mon esprit, l'acte de vengeance prenait la forme d'une procédure notariale. Le soir, seul dans ma chambre d'hôtel, j'écoutais les enregistrements. Sa voix suffisante, ses rires, ses promesses à Claire. Dès qu'il sera placé, on vendra. Placé, comme un meuble encombrant. Je ne suis pas un meuble. Je suis celui qui a rédigé le contrat qu'il croit comprendre. Et il a oublié une chose essentielle. Dans chaque acte, il y a une faille invisible pour celui qui ne sait pas lire entre les lignes. La sienne s'appelle clause numéro 3. Les semaines suivantes ont glissé comme une procédure lente, minutieuse, où chaque minute compte. Je n'étais plus un vieil homme mis à la porte. J'étais redevenu notaire, avec la froideur d'un greffier qui prépare un jugement. Chaque matin, je descendais au café du parc, commandais un allongé, et j'étalais mes dossiers sur la table. Les serveurs ont fini par me surnommer le monsieur au papier. Je les laissais parler. Pendant qu'ils servaient les croissants, je dressais mon plan de bataille. D'abord, vérifier les actes. Je suis allé aux archives notariales de Lyon, au service des donations et successions. J'ai demandé une copie de l'acte du 12 mars, celui par lequel j'avais transmis la moitié de la maison à Claire, pour éviter les droits de succession. Erreur de sentiment, pas de droit. L'employée, une jeune femme aux ongles rouges, a retrouvé le dossier après quelques minutes. Elle a tapoté son clavier, imprimé 10 pages, puis m'a glissé le tout dans une chemise cartonnée. Il y a bien une clause spéciale, monsieur. Clause numéro 3. Vous l'aviez rédigée vous-même. J'ai hoché la tête. Oui, je m'en souvenais désormais mot pour mot. Toute cession ou revente du bien, totale ou partielle, sans l'accord écrit du signataire initial, rend l'acte de donation nul et non avenu. Autrement dit, Antoine pouvait repeindre les murs, changer la serrure, mais pas vendre une seule brique sans mon accord. Et s'il tentait, le bien redevenait entièrement mien. Une faille juridique pour ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, un filet de sécurité pour ceux qui prévoient la trahison. J'ai rangé la copie dans mon dossier bleu, preuve numéro 3, clause de révocation. 2 jours plus tard, j'ai rendu visite à un vieil ami, maître Bérard, ancien confrère et toujours membre du barreau. Son bureau sentait l'encre et la poussière de code civil. Alors, Paul, il paraît que ton gendre joue au propriétaire? Je lui ai raconté calmement, sans pathos. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis a souri. Le classique, ils te font passer pour inapte, t'isolent, te dépouillent, mais ils ont oublié que tu connais la mécanique. Tu veux que je fasse un signalement? Pas encore, je veux qu'il se découvre. Tu veux dire le piéger? Exactement. Nous avons rédigé ensemble un courrier adressé au service foncier, demande de consultation sur les projets de cession en cours concernant le 24, rue du Parc Saint-Clair. Une semaine plus tard, la réponse est tombée. Projet de promesse de vente enregistré par Meuprieur, notaire à Villeurbanne, au nom de M. Antoine Delmas. Voilà, il avait osé. Il tentait de vendre ma maison sans mon accord, en signant à ma place. J'ai ressenti un calme presque glacial. La colère s'était transformée en précision. Preuve numéro 4, tentative de vente illégale. Je devais confirmer la falsification. Je suis allé discrètement voir Meuprieur, le notaire choisi par Antoine. Je me suis présenté comme un confrère à la retraite, intéressé par une acquisition dans le quartier. Sur son bureau, j'ai aperçu le dossier, ouvert, avec ma signature photocopiée en bas d'un acte. Elle n'était pas de moi. Le L de Leroy montait trop haut, le paraphe trop arrondi. Un faux grossier, mais suffisant pour tromper un œil non averti.
Ce vendeur, Monsieur Delmas, a-t-il fourni un mandat écrit du donateur? Ai-je demandé d'un ton neutre. Oui, bien sûr, signé. Il a feuilleté, puis pâli. Tiens, je n'ai pas le document sous la main. Je lui ai tendu ma carte. Voici le donateur. Silence. Il a refermé le dossier, blême. Je n'ai rien vu. Vous comprenez? Parfaitement. En sortant, je savais que le piège était prêt. Je n'avais plus qu'à le laisser signer pour que tout devienne officiel. Tentative de fraude notariée. Le code civil ferait le reste. Mais avant de frapper, je voulais une preuve sonore. J'ai donc repris contact avec ma fille. Un message court. Claire, je voudrais te parler, seule, sans Antoine. Elle a accepté. Nous nous sommes retrouvés au bord du Rhône, à la terrasse d'un petit restaurant. Je me suis assis face à elle. Elle paraissait fatiguée, les cernes sous les yeux, le portable vissé à la main. Papa, pourquoi tu refuses de nous faire confiance? Parce que tu mens. Elle a sursauté. Antoine m'a dit que tu étais suivi, que tu avais des troubles. Et toi, tu le crois? Ses yeux se sont remplis de larmes. Il dit que c'est pour ton bien. Mon bien? Ou le sien? J'ai laissé un silence peser, puis j'ai sorti un document plié. Tu reconnais ça? Elle a blêmi. C'était la copie de la promesse de vente. Papa, c'est un malentendu. Oui, un malentendu qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle s'est levée brusquement. Le verre d'eau a tremblé. Je l'ai regardé partir sans un mot. Mon enregistreur, caché sous ma veste, tournait depuis le début. Preuve Nébert 5, aveu indirect et fuite. De retour à l'hôtel, j'ai étalé tous les documents sur le lit, les relevés bancaires, les copies notariales, les enregistrements, le courrier du cadastre. Je les ai numérotés, classés, reliés. Chaque feuille représentait un morceau de vérité, et dans ce puzzle, tout pointait vers le même homme, Antoine Delmas, mon gendre, petit roi d'arrogance et d'avidité. Mais je n'étais pas seul. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Morel, un ami d'enfance devenu commandant de gendarmerie à Caluire. Je lui ai expliqué la situation sans exagérer. Il m'a écouté puis a dit « Laisse-moi un exemplaire de ton dossier. On ne peut pas intervenir sans plainte, mais si une vente se signe, on sera là. » Je lui ai remis une clé USB avec tout le contenu de mes preuves. Il l'a glissée dans une enveloppe. « Tu veux les coincer en flagrant délit, c'est ça? » Exactement. Il a souri. « Tu n'as pas changé, Paul. Toujours 3 coups d'avance. » Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Le tic-tic du radiateur rythmait mes pensées. Je revoyais la façade de ma maison, les rideaux fermés, la lumière qui filtrait derrière. Antoine se croyait déjà propriétaire. Mais chaque seconde qu'il passait dans ces murs l'enfonçait un peu plus dans sa propre faute. Je me suis levé et noté une dernière phrase dans mon carnet. L'acte est presque prêt. Reste à écrire la scène publique. J'ai toujours cru que la vengeance n'existe pas en droit. Il n'y a que la réparation. Mais cette fois, je sentais la frontière devenir floue. Ce que je préparais ressemblait à une procédure, avec un goût de justice personnelle. Pendant plusieurs jours, j'ai observé Antoine à distance. Il sortait du portail chaque matin, costume repassé, sourire confiant. Je savais qu'il allait à la banque, à la mairie, chez le notaire. Il bougeait comme un homme sûr que tout lui appartient. Je le laissais faire, qu'il s'enfonce lui-même dans le piège qu'il croyait me tendre. J'ai continué à me présenter comme le vieux monsieur dépassé. Je faisais exprès d'oublier des noms, de confondre les dates. Un jour, je l'ai appelé Adrien au téléphone. Il a ri. Vous voyez, même mon prénom, il ne s'en souvient plus. Je riais aussi. Qu'il rit, qu'il me sous-estime encore un peu. En parallèle, je montais mon dossier final. Un classeur bleu, 10 intercalaires, chaque page numérotée. En haut, Maison Saint-Clair, procédure interne. Je n'écrivais jamais le mot piège. Juste des termes neutres, notification, constat, preuve, clause. Le langage du droit, froid, impersonnel, mais tranchant comme un scalpel. Je suis allé voir Maître Bérard un jeudi matin. Il m'a ouvert la porte avec son éternel cigare éteint aux lèvres. « C'est pour quand, ton petit théâtre? » « Dans quelques jours, quand il signera. »« Tu veux des témoins? » ?»« Oui. Toi et si possible quelqu'un de la presse locale, discrètement. » Il a hoché la tête. «
J'ai un contact à Lyon Matin. Il adore les histoires de patrimoine et d'escroquerie. Parfait. Je veux que tout soit public, propre, incontestable. Nous avons tout préparé. Une convocation officielle à la mairie sous prétexte d'une régularisation cadastrale. Antoine y serait invité pour finaliser la session. Il penserait que c'est une formalité avant la vente. J'y apparaîtrai comme simple témoin pour valider la clôture de l'acte. Mais le vrai document que j'allais faire lire, c'était l'original de la donation, celui que personne n'avait consulté depuis 5 ans. La veille de la rencontre, j'ai reçu un message vocal d'Antoine. Sa voix sonnait triomphante. « Paul, j'espère que vous viendrez demain. On va enfin régler cette histoire. Ce sera mieux pour tout le monde. » Je me suis contenté de répondre « J'y serai, avec mes papiers. » Cette nuit-là, j'ai repassé chaque feuille de mon dossier comme un prêtre vérifie son missel. J'ai ajouté une dernière pièce, une attestation du service foncier prouvant l'enregistrement du faux acte de vente, et dans la marge, au crayon, à présenter uniquement en cas de déni. Je savais que le moment viendrait où il nierait tout, alors je le forcerais à lire. Je n'ai presque pas dormi. Le tic-tac de la vieille horloge de l'hôtel me tenait éveillé. Je pensais à Marianne. Elle aurait détesté cette guerre de famille, elle qui croyait encore que le dialogue suffisait. Mais le dialogue ne sert à rien quand l'autre veut votre signature plus que votre voix. Le matin, j'ai mis ma veste en laine grise, celle que je portais pour les audiences. Dans la poche intérieure, la clé USB, le contrat original et une enveloppe scellée à remettre à la gendarmerie. Je ne laissais rien au hasard. En chemin vers la mairie, j'ai croisé Madame Lambert, ma voisine. Elle m'a lancé timidement. « On dit que tout va s'arranger, monsieur le roi ?» « Oui, Madame Lambert, tout va s'arranger. » Elle ne savait pas à quel point ces mots étaient justes. En entrant dans la salle de la mairie, j'ai tout de suite vu Antoine, toujours tiré à 4 épingles, portable sur la table, un sourire d'acteur de publicité. À côté de lui, Claire, nerveuse, triturant son alliance. Face à eux, Maître Prieur, le notaire que j'avais déjà vu, feignant la neutralité. Et derrière, discrètement, Bérard et un journaliste du Lyon Matin, observateurs officiels. L'air sentait le café tiède et le papier neuf. « Ah, Paul, vous êtes venu !» a lancé Antoine d'un ton faussement chaleureux. « Bien sûr, on ne conclut pas une affaire sans le donateur, n'est-ce pas ?» Il a ri. « Exactement. » Il n'avait pas compris la portée de mes mots. Je me suis assis lentement. Le notaire a ouvert un dossier. Nous sommes réunis pour finaliser la vente du bien situé au 24 rue du Parc Saint-Clair. J'ai levé la main. Avant toute chose, permettez-moi de relire une clause de l'acte de donation. Antoine a levé les yeux au ciel. On n'est pas là pour un cours de droit, Paul. Non, mais pour un rappel de propriété. J'ai sorti l'original du contrat, jauni, plié, portant mon sceau. La salle s'est tue. Je l'ai ouvert calmement, cherchant la ligne précise. Puis j'ai lu, d'une voix claire, « Clause numéro 3, toute vente sans l'accord écrit du signataire initial rend la donation nulle et non avenue. » Silence. Un vrai, épais, presque religieux. Antoine a pâli. « C'est obsolète. » Non, elle est toujours en vigueur. Et la tentative de cession sans mon accord, enregistrée le mois dernier, invalide tout le transfert. Le bien revient donc intégralement à son propriétaire initial. Moi. Le notaire s'est penché sur les papiers, a feuilleté, a blêmi à son tour. En effet, la clause est claire. Claire a murmuré « Antoine, qu'est-ce que t'as fait ?» Je n'ai rien ajouté. Je les ai simplement laissés lire, comprendre, s'effondrer. La pièce suivante du piège allait se refermer toute seule. Le notaire allait devoir signaler la falsification. Je suis sorti avant la fin, sans un mot. Sur le parvis de la mairie, l'air était froid, mais je respirais enfin. Derrière moi, j'entendais des voix s'élever, des papiers qu'on froissait, le ton d'Antoine qui montait. Je n'avais plus besoin d'écouter. La procédure venait de commencer. J'ai glissé les mains dans mes poches. Dans l'une, la clé USB. Dans l'autre, un petit carnet où j'ai écrit « Étape 4, accomplie. La corde est tendue. Demain, elle se refermera. » Le lendemain matin, la mairie était pleine à craquer. On avait convoqué une réunion de régularisation foncière, prétexte administratif qui en réalité allait devenir une scène de théâtre.
Le journaliste du Lyon Matin s'était installé discrètement au fond de la salle. À côté de lui, l'inspecteur Morel, en civil, feuilletait distraitement un dossier beige. Je connaissais ce regard. Il attendait le faux pas, le moment où la loi pourrait entrer en scène. Antoine arriva le premier, sûr de lui, parfumé, téléphone à la main. Claire le suivait, plus pâle que jamais. Je suis entré le dernier. L'air sentait le papier chaud et le café réchauffé. La lumière filtrait à travers les vitraux, bleutés, presque solennels. Le notaire prieur tapotait nerveusement son stylo. « Bien, nous pouvons commencer, » dit-il en toussant. Antoine souriait à pleines dents. « Allons-y, on finalise enfin. » Je ne répondis rien. Je posai calmement sur la table mon dossier bleu, le même que depuis le début, soigneusement fermé par un ruban. Le silence tomba aussitôt. Le bruit du ruban qu'on défait eut le même effet qu'un coup de marteau de juge. « Avant toute signature, dis-je, je souhaite que soit relue la clause numéro 3 de l'acte de donation du 12 mars. » Antoine éclata de rire. « Encore ça? On a déjà réglé ?» Je le fixai. « Lis-la toi-même, Antoine. » Je fis glisser vers lui la feuille originale. Ses doigts tremblaient, mais il prit le papier. Il lut à voix basse, puis plus fort, comme si les mots refusèrent de sortir. « Toute cession ou revente du bien, totale ou partielle, sans l'accord écrit du signataire initial, rend l'acte nul et non avenu. » Il s'interrompit. La couleur quitta son visage. « C'est un vieux texte. » « Toujours en vigueur, » répondis-je. Je sortis un autre document, l'enregistrement cadastral de la promesse de vente, signé de sa main. Je le posai à côté, puis ajoutai « Et voici la preuve de la tentative de cession sans autorisation. » Le notaire prieur prit la feuille, la lut, blêmit. « Monsieur Delmas, c'est votre signature ?» Antoine ne répondit pas. « Parce que, » continua le notaire d'une voix sèche, « cela relève du faux et usage de faux en écriture privée. » Un frisson parcourut la salle. Le journaliste leva discrètement son téléphone pour enregistrer. L'inspecteur Morel s'avança lentement, comme s'il s'agissait d'une formalité. « Monsieur Delmas, je vous conseille de rester calme. » Antoine se leva d'un bond. « C'est un complot, un vieillard aigri qui veut tout garder. » « Un vieillard, peut-être, » dis-je tranquillement, « mais un vieillard qui sait lire. » Je me tournai vers le notaire. « Je demande l'annulation immédiate de toute procédure de vente et la réintégration totale de la propriété conformément à la clause de révocation. » Le notaire acquiesça, hésitant. « J'en prends acte. » Claire pleurait en silence. Antoine, lui, tournait sur lui-même comme un animal acculé. « Tu crois avoir gagné, Paul? Tu crois que c'est fini? » « Non, Antoine, c'est juste le début. » L'inspecteur Morel s'approcha. « Monsieur Delmas, vous êtes convoqué pour vérification d'identité et usage de documents falsifiés. » Antoine ouvrit la bouche, puis la referma. Je n'ai pas bougé. Je regardais simplement la scène, comme on regarde tomber un rideau après une pièce trop longue. Le journaliste s'est approché de moi à la sortie. « Monsieur le roi, c'est vrai que vous aviez prévu tout ça? » « Je n'ai rien prévu. J'ai juste relu mon contrat. » Il a souri. « C'est une bonne leçon. » Oui, une leçon, mais pas seulement pour lui. Je suis resté quelques secondes seul sur le parvis. La lumière du matin dessinait des ombres longues sur les pavés. Dans ma poche, le papier plié portait encore les traces de mes doigts. Cette maison, ces murs, ce jardin, tout revenait à sa place. Pas seulement légalement, mais moralement. Claire est sortie un peu plus tard. Elle s'est approchée, hésitante. « Papa, je ne savais pas. » « Tu savais, Claire, mais tu voulais y croire. Ce n'est pas la même chose. » Elle a hoché la tête, incapable de parler. Je n'ai pas cherché à la consoler. Il y a des silences qu'il faut laisser brûler pour qu'ils nettoient. En repartant, j'ai croisé Madame Lambert devant le portail. Elle tenait un journal à la main. La manchette affichait déjà « Tentative d'escroquerie patrimoniale à Lyon. Un ancien notaire sauve sa maison grâce à une clause oubliée. » Elle m'a dit en souriant timidement « Eh bien, monsieur le roi, on dirait que la justice existe encore. » Oui, Madame Lambert. Parfois, elle se cache dans les petites lignes. L'après-midi même, j'ai reçu l'appel de Morel. Il a reconnu les faits.
Il avait monté une fausse procuration et même un certificat médical pour prouver ton inaptitude. On transmet au parquet. Merci, Morel. Tu veux que je t'envoie une copie du procès-verbal? Non, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je me suis assis dans le petit salon de l'hôtel. Le soleil de l'après-midi éclairait les feuilles de mon dossier. Je les ai rangées une à une, lentement, jusqu'à la dernière page. Puis j'ai écrit sur la couverture « Affaire Delmas, clôturée ». Quand je suis rentré chez moi le soir, les serrures avaient déjà été changées. Cette fois, c'était moi qui possédais les clés. J'ai ouvert la porte. L'air à l'intérieur avait une odeur de renfermé et de vanité dissipée. J'ai posé ma veste, traversé le couloir et touché la table de chêne que Marianne aimait tant. Je me suis dit simplement « Ce n'est pas une victoire, c'est une rectification ». Quelques semaines ont passé depuis ce matin à la mairie. L'affaire a fait du bruit, bien plus que je ne l'aurais imaginé. On m'a appelé du Progrès, de France 3, même d'une petite radio locale. Les journalistes aimaient l'idée d'un vieil homme rusé qui déjoue une escroquerie familiale grâce à une clause oubliée. Moi, je n'y voyais qu'un épisode triste, presque banal, d'une société qui oublie la valeur de la parole donnée. Antoine a été entendu 3 fois par la brigade financière. Il a reconnu les faits. Les mails, les virements, les faux certificats médicaux, tout était là, classé, daté, signé. Il a tenté d'expliquer qu'il voulait protéger ma fille, régulariser la succession, anticiper. Le procureur n'a pas souri. Il a parlé de faux en écriture privée, tentative de détournement de patrimoine et abus de confiance aggravés. Des mots froids, mais qui pèsent lourd. Antoine a écopé d'un contrôle judiciaire, d'une interdiction de gérer et d'une obligation de rembourser l'intégralité des sommes détournées. Une justice sobre, sans vengeance, comme je la conçois. Claire, elle, a demandé le divorce. Elle m'a écrit une lettre, 5 pages d'excuses, de regrets et d'amour restés silencieux. Je l'ai lue sans colère. Je l'ai simplement posée sur le bureau, à côté de la photo de Marianne. Je ne lui en veux pas. La peur de perdre peut rendre lâche. Mais elle est venue un dimanche, seule, les yeux gonflés. Elle a dit doucement « Papa, tu me détestes ?»« Non, Claire, mais je t'ai vu partir sans regarder derrière toi, et ça laisse une trace. » Elle a baissé la tête. Je lui ai versé du café, le même que quand elle était enfant. On a parlé longtemps. Je crois qu'elle a compris que le pardon n'est pas un mot, mais une attitude. Depuis, la maison a retrouvé son calme. Le portail grince toujours un peu, le tilleul refleurit, les volets claquent au vent. Chaque matin, je balaie le perron, je lis le Figaro, je range les dossiers, et chaque jeudi, j'ouvre mon salon à ceux qu'on oublie. Des retraités, des veuves, des hommes fatigués qui viennent me demander conseil sur une procuration, une donation, une signature qu'ils ne comprennent plus. Je ne leur demande rien, je leur explique ligne par ligne ce qu'on leur fait signer. C'est ma manière de rendre la paix que j'ai perdue un temps. Une vieille dame m'a dit un jour « Vous avez encore la voix du notaire, monsieur le roi. On vous écouterait des heures. » J'ai souri, peut-être parce que ma voix ne tremble plus. Elle porte la certitude tranquille de celui qui a regardé la trahison en face et a choisi de ne pas devenir comme elle. Parfois, en fin d'après-midi, je vais au cimetière. Je m'assois sur le banc devant la tombe de Marianne. Je lui parle comme avant, doucement. Je lui raconte l'histoire, les ruses, les signatures, les erreurs. Et je termine toujours par la même phrase. Tu vois, ma vieille, la justice, ça existe encore, mais il faut savoir la lire dans les petites lignes. Le vent bouge les feuilles, et j'imagine qu'elle rit. Un soir, le journaliste du Lyon Matin est revenu me voir. Il voulait écrire un suivi d'histoire. Il m'a demandé « Vous avez eu votre vengeance ?» J'ai réfléchi un instant, puis répondu « Non, seulement ma place. Et c'est déjà beaucoup. » Il a noté ça sur son carnet comme une morale, mais la vraie morale n'était pas là. La vraie morale, je l'ai écrite dans mon carnet, celui que je garde sur le bureau. La justice ne parle pas fort, elle attend, elle observe, et quand le moment vient, elle lit la clause numéro 3. Aujourd'hui, quand je traverse le jardin, je repense à tout ce que j'ai appris, que la confiance aveugle peut coûter cher, que le silence parfois vaut 1000 cris, et que dans chaque acte, même dans la vie, il faut toujours prévoir une clause de sauvegarde, celle du cœur, pas du code civil. Je ferme le portail,
Je regarde le soleil descendre derrière les toits. Le monde n'a pas changé, mais moi, je respire mieux, parce que quelque part entre le droit et la dignité, j'ai retrouvé ce que je croyais perdu, la paix.